Bonjour à tous, je m'appelle Yannis Châtaignier, je suis responsable des sinistres complexes à Reliance et je suis accompagné de Patrick Flavin, notre directeur juridique. Nous sommes ravis de vous accueillir encore plus nombreux pour ce deuxième webinaire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Maître Gilbert, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Maître Gilbert va nous faire un point d'actualité sur les contentieux des titres exécutoires ONIAM. N'hésitez pas à noter vos questions dans l'onglet questions qui doit apparaître en bas à droite de votre écran. En fin de présentation, nous prendrons le temps de répondre à quelques-unes d'entre elles. Patrick, je te laisse la main pour quelques mots d'introduction sur le sujet. Merci Yanis. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Merci pour votre présence à ce nouvel Avocat Live. Nous avons choisi d'aborder effectivement aujourd'hui un sujet qui vient perturber depuis l'été 2018 le cours de la gestion de nos dossiers de RC médical, à savoir l'exercice par l'ONIAM de ses recours par le biais de l'émission d'un titre exécutoire, notion qui constitue un véritable ovni juridique pour la plupart des privatistes que nous sommes. Comme vous le savez, alors que l'ONIAM utilisait jusqu'alors la voie juridictionnelle pour obtenir le remboursement de ses créances contre les assureurs, à l'été 2018, l'ONIAM s'est mis à émettre des titres exécutoires en application des règles de comptabilité publique pour répondre aux critiques de la Cour des comptes. Cette dernière, dans un rapport de 2017, ayant sévèrement critiqué l'ONIAM pour sa politique de recouvrement et de suivi de ses créances. Cette nouvelle procédure de recouvrement est venue complètement renverser l'ordre des choses, puisqu'il appartient désormais à l'assureur de contester dans le délai de 2 mois le titre et de démontrer que celui-ci n'est pas justifié. Malheureusement, je dois vous dire qu'il n'y a aucun espoir pour que l'ONIAM fasse machine arrière. Il nous l'a encore récemment confirmé lors d'une réunion avec les assureurs. Et force est de constater qu'après plus de 5 ans de mise en œuvre, cette procédure n'a encore pas livré tous ses secrets. Il reste en effet de nombreuses questions en suspens sur les effets de cette procédure. C'est pourquoi nous avons demandé à Maître François Gilbert, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation du cabinet Le Prado-Gilbert, qui nous accompagne depuis 2018 sur le sujet, de nous faire un point d'actualité sur cette procédure complexe. Je tiens à le remercier d'avoir accepté notre invitation et lui laisse à présent la parole. C'est à vous, Maître. Merci beaucoup, Monsieur Flavin et Monsieur Châtaignier, pour cette introduction, mais aussi pour cette invitation. Merci à tous les membres du réseau qui ont bien voulu se joindre à ce webinaire. Voilà, donc Monsieur Flavin a largement bien introduit la question. C'est un contentieux qui est né il y a 6 ans. En tout cas qui s'est généralisé parce que l'ONIAM émettait déjà des titres de recettes antérieurement pour les frais d'expertise, mais désormais la plupart de ces actions récursoires s'exercent par ce biais. L'ONIAM avait grand espoir d'obtenir une grande simplification de son recouvrement. En réalité, on est bien loin de ça. C'est une complexification pour lui comme pour nous du recours indemnitaire de l'ONIAM. On doit quand même dire qu'on se bagarre pas mal avec l'ONIAM sur beaucoup de points, que ce soit devant le juge judiciaire ou devant le juge administratif, que nous ne sommes pas les seuls. Nous avons eu la chance d'obtenir de très bonnes décisions du Conseil d'État, comme nous le verrons, mais mes confrères ont subi des décisions très défavorables de la Cour de cassation. Je vais essayer de vous présenter tout cela en passant le slide. Si j'y arrive, je lance cela. Voilà. Donc, j'ai structuré mon intervention en 3 temps. Tout d'abord, des généralités. À mon avis, je vais revenir sur des banalités, mais peut-être que ça ne sera pas inutile. Et ensuite, nous verrons les conclusions et moyens que l'assureur peut faire valoir à l'appui de son recours contre le titre. Et ensuite, la défense qu'il peut opposer aux conclusions reconventionnelles que l'ONIAM ne manquera pas de formuler à l'occasion de ce recours. Alors, le titre exécutoire, je ne vous apprendrai rien en disant que c'est le titre qui permet l'exécution forcée. Le titre exécutoire habituel, c'est celui qui est délivré par une juridiction, c'est le jugement.
Mais l'administration, plus exactement les personnes publiques dotées d'un comptable public, ont la faculté, voire l'obligation, de se délivrer un titre exécutoire. Et alors, on le nomme titre exécutoire, ordre de recette, ordre de recouvré. Il y a des petites différences de vocable qui, en réalité, recouvrent la même chose. Et le Conseil d'État a donc reconnu, il y a près de 5 ans, la faculté, mais qui ne faisait en réalité pas de doute pour l'ONIAM, de se délivrer pour toutes ces créances qui trouvent leur source, nous dit le Conseil d'État, que ce soit dans la loi, dans le règlement, dans un contrat, ou dans les obligations même quasi délictuelles du débiteur, un tel titre de recette. C'est notamment le cas en matière de substitution. Donc, lorsque la CCI a émis un avis favorable à l'indemnisation par l'établissement responsable, l'établissement ou professionnel, jugé responsable, enfin considéré responsable à ce stade, et que l'assureur, contestant, comme il en a la faculté, les conclusions de l'avis, a décidé de ne pas formuler d'offre et que l'ONIAM, saisi donc par la victime, s'est substitué à l'assureur. Il exerce donc une action subrogatoire, à l'encontre de l'assureur. La Cour de cassation a également reconnu récemment, enfin il y a plus de 2 ans désormais, cette faculté. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que bien qu'il n'y ait pas d'interdiction, en tout cas c'est la jurisprudence de la Cour de cassation, à ce qu'un créancier dispose pour une même créance de 2 titres exécutoires, le Conseil d'État, à tout le moins, la Cour de cassation ne s'est pas encore réellement prononcée sur ce point, a considéré que l'ONIAM devait faire un choix entre saisir le juge aux fins d'obtenir un titre exécutoire ou se délivrer elle-même un titre exécutoire, ce choix devant s'exercer pour une même créance. Il en résulte 2 conséquences en parallèle. Si l'ONIAM a émis un titre exécutoire et saisi ensuite le juge d'une action indemnitaire en vue de recouvrer la même créance contre le même débiteur, son action est irrecevable. Et en revanche, si l'ONIAM avait déjà saisi le juge d'un recours indemnitaire et qu'il émet un titre, ça ne met pas fin à son action devant le juge, mais en revanche, le titre exécutoire est entaché d'illégalité. Voilà pour les présentations générales sur le titre. Voyons maintenant comment le contester. Alors, bien que l'ONIAM pensait que, initialement, l'émission d'un titre aurait pour effet d'attraire la compétence devant le juge administratif, quelle que soit la nature de la créance, ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce qui a été jugé, et en réalité, la jurisprudence était assez claire depuis près d'un siècle sur cette question pour d'autres créances. Et le contentieux du titre exécutoire, que l'on nomme aussi opposition à titre exécutoire ou opposition à exécution, peut être exercé doit plus exactement être exercé soit devant le juge judiciaire, soit devant le juge administratif, et en fonction de la nature de la créance. Et la question pour savoir comment déterminer quel est l'ordre de juridiction compétent, c'est simple, on se demande si l'ONIAM avait décidé de saisir le juge, quel aurait été le juge compétent pour connaître de ce recours, et le juge qui connaîtra de l'opposition à titre exécutoire sera donc le même que si l'ONIAM avait fait le choix de saisir le juge directement d'une action indemnitaire. La conséquence également est la même en matière de juridiction territorialement compétente, c'est-à-dire que l'émission d'un titre est neutre
elle n'emporte pas une modification de la juridiction territorialement compétente. C'est la même que celle que le NIAM aurait dû saisir, c'est-à-dire pour le tribunal administratif, la juridiction dans le ressort duquel se trouve le lieu où s'est produit le fait générateur du dommage, et devant le tribunal judiciaire, au contraire, il y a au choix de celui qui saisit, soit le ressort du siège, soit le lieu du fait dommageable, soit encore le lieu où le dommage a été subi. Que l'on soit devant le juge administratif ou devant le juge judiciaire, ce recours doit être exercé dans le délai de 2 mois à compter de la notification du titre. Et en fait, c'est le principal piège de l'émission du titre exécutoire, c'est que, tandis que le NIAM a tout le délai de prescription pour exercer son recours devant le juge, l'assureur, qui est constitué débiteur par le titre, lui n'a que 2 mois à compter de la notification, à peine d'irrecevabilité. Donc il faut être très vigilant sur ce point, en rappelant que si le titre a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, le NIAM se serait constitué la preuve de cette date de déclenchement du délai de recours contentieux, et que si ce n'est pas le cas, ce dont il faut s'assurer, il faut bien veiller à ne pas faire quelque chose qui pourrait s'apparenter à un aveu judiciaire, c'est-à-dire à donner une date de réception dans ses écritures qui est antérieure au délai de 2 mois, ou encore à ne pas produire le titre avec le cachet reçu par la CHAM qui montrerait qu'on est forclos. Voilà, c'est le petit point de vigilance, mais c'est un petit point de vigilance. En revanche, ses conséquences, elles, sont drastiques. Précisons encore qu'il n'y a pas de recours administratif préalable obligatoire, que le recours doit être exercé au nom du débiteur du titre, c'est-à-dire pour nous, Reliance, et non de l'établissement de santé, qui n'a pas besoin de se joindre à l'action et qui surtout ne doit pas être le seul à l'exercer. Quels sont les effets ensuite de cette saisine? Je vous ai dit que le titre exécutoire permet l'exécution forcée, mais en réalité, la saisine du juge suspend ce recouvrement forcé, c'est-à-dire qu'à compter du moment où le débiteur aura saisi le juge, l'administration n'a plus de possibilité de procéder au recouvrement forcé, ceci jusqu'au jour de la notification du jugement de première instance, qui va soit donc annuler le titre, donc ce jugement étant lui-même exécutoire, le titre a disparu, il ne peut plus faire l'objet d'une exécution, soit à rejeter, et on a beau faire appel ensuite, le titre est redevenu exécutoire. Alors ça prive pour Reliance de tout intérêt à former un référé suspension qui serait irrecevable puisque le titre est déjà suspendu, et inversement, l'ONIAM ne pourrait pas faire un référé provision contre Reliance aux fins d'obtenir sa condamnation provisionnelle, puisque ça reviendrait en réalité à un détournement de procédure et à faire échec à l'effet suspensif du recours. Voilà pour les généralités. On va rentrer un peu plus dans le dur avec les conclusions et moyens de l'assureur et la question très délicate des causes juridiques de l'opposition à titre exécutoire. Alors, l'opposition à titre exécutoire, c'est un recours spécifique de plein contentieux qui connaît 2 causes juridiques et qui donne lieu à des pouvoirs, s'ils sont accueillis, à des conséquences différentes, des pouvoirs du juge différents. La première cause juridique, ce sont les moyens de régularité en la forme, que l'on verra en détail tout à l'heure, et qui ne peuvent aboutir qu'à l'annulation du titre. Le titre sera annulé, mais la créance n'est pas définitivement éteinte, et le NIAM pourra toujours émettre un nouveau titre exécutoire
régulier, sous réserve des règles de prescription, titre exécutoire qui pourra faire l'objet d'une nouvelle contestation. En revanche, les moyens de bien fondé du titre exécutoire, eux, donneront lieu non seulement à l'annulation du titre, mais également à la décharge du débiteur de l'obligation de payer les sommes qui lui sont réclamées. Désolé pour l'énorme faute de conjugaison qui figure sur le slide. Et là, s'il y a décharge, l'autorité de chose jugée attachée au jugement de décharge fera obstacle à ce que le NIAM émette un nouveau titre. Nous verrons là encore tout à l'heure quelles sont les conséquences, mais quels sont ces moyens bien fondés. Mais d'ores et déjà, vigilance sur les conclusions de vos requêtes et mémoires. Ce qu'il faut bien demander, c'est non seulement l'annulation du titre, mais également la décharge de la somme réclamée à Reliance par ce titre. En conséquence des implications différentes qu'ont les moyens de régularité et les moyens de bien fondé, le juge administratif doit examiner prioritairement les moyens relatifs au bien fondé du titre exécutoire. Il doit déterminer s'il faut d'abord décharger, et ensuite s'il y a lieu de simplement annuler. En revanche, la Cour de cassation a jugé que le juge judiciaire, lui, et on sait l'attachement qu'a le juge civil à l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties. Donc la Cour de cassation nous dit que le juge civil doit examiner les moyens dans l'ordre qui lui sont présentés par les parties. Et donc, il faut être vigilant là, dans ces conclusions à présenter à titre principal les moyens de bien fondé sollicitant la décharge et à titre subsidiaire les moyens de régularité du titre et les conclusions aux seules fins d'annulation du titre. Voilà pour cette présentation générale sur la structure du contentieux de l'opposition à titre exécutoire. Un mot sur les moyens de bien fondé du titre. En réalité, c'est là qu'on retrouve nos petits. On bascule dans le contentieux classique de la responsabilité médicale. Il n'y a aucune spécificité sur la discussion de la responsabilité de l'établissement dans le cadre de l'opposition à titre exécutoire par rapport au cadre de l'action indemnitaire directe devant le juge de l'ONIAM. Donc, on parlera de la faute, on contestera la faute, le lien de causalité, le montant des préjudices et encore, on pourra opposer la prescription de la créance. Je ne m'attarderai pas plus sur ce point puisque, encore une fois, aucune spécificité en matière d'opposition. Là où viennent les principales sources de complexité en contentieux de l'opposition, ce sont donc les moyens de régularité du titre exécutoire qui là sont effectivement très spécifiques au contentieux de l'opposition. Mais en réalité, ce sont des choses que l'on retrouve dans des contentieux classiques d'excès de pouvoir. Sont tout d'abord la compétence du signataire du titre de recette, en rappelant que pour l'ONIAM, c'est son directeur qui est l'ordonnateur et donc qui a compétence pour émettre le titre de recette, et que si le titre est signé par délégation, il y a toujours le moyen classique, comme en excès de pouvoir, de contester l'existence ou la publicité de la délégation de signature. L'ONIAM a l'air de bien faire les choses et pour l'instant, nous n'avons pas eu d'annulation sur un vrai grief d'incompétence en matière de titre. Question
beaucoup plus délicate est celle de la signature elle-même du titre. Alors, c'est un vieux problème en matière de titre exécutoire qui se comprend par le fait que un titre, en réalité, se matérialise par différents volets ou l'existence d'un bordereau collectif et d'un avis individuel. Toujours est-il qu'il y a une partie du titre qui est destinée au comptable et une autre partie qui est destinée à être adressée au débiteur. Et la question s'est posée de savoir si le volet qui est adressé au débiteur doit lui-même comporter la signature de l'auteur, de l'ordonnateur. La jurisprudence du Conseil d'État, le Conseil d'État avait retenu que le volet adressé au débiteur devait être signé. Et s'en est suivi des modifications législatives, tant pour ce qui concerne dans le CGCT les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les établissements de santé. Dont ne fait pas partie l'ONIAM, qui est un établissement public à caractère administratif de l'État, excusez-moi, et donc qui n'est pas régi par ces dispositions, et également pour une modification législative qui a concerné l'État, mais l'ONIAM est un établissement public de l'État, mais n'est pas l'État, et donc n'est pas régi par ces dispositions. Ces dispositions législatives ont cherché à contourner plus exactement la jurisprudence du Conseil d'État et nous disent que désormais, il n'y a que le volet qui est destiné au comptable qui doit être signé et qu'en cas de contestation devant le juge sur le fait que ça soit signé ou pas, il revient à l'administration de le produire. La question, c'est que dans la mesure où la jurisprudence, où d'une part, l'ONIAM n'est pas régi par cette disposition législative spécifique, et d'autre part, la jurisprudence qui avait jugé que le volet adressé au débiteur devait être signé est assez ancienne et contradictoire avec le fait qu'en règle générale, la simple ampliation adressée à l'administré n'a pas à comporter la signature. Il y a une incertitude sur les exigences qui pèsent sur l'ONIAM en matière de signature du titre. Il faut donc invoquer le moyen, mais le Conseil d'État rendra probablement dans les prochains mois une décision de principe sur cette question et nous dira si la version qui est reçue par Reliance doit ou non comporter la signature du titre. Mais il faut quand même faire ce moyen puisque ça a une incidence sur un autre moyen sur lequel, en revanche, nous avons obtenu toute une série d'annulations, c'est celle de la mention des noms, prénoms et qualités du signataire, avec la question de ce que systématiquement le volet adressé à Reliance indique simplement l'ordonnateur Monsieur Leloup, directeur de l'ONIAM, et qu'en réalité, lorsque nous avons soulevé des moyens de défaut de signature du titre de recette, nous nous sommes rendus compte que l'original n'était pas signé par Monsieur Leloup, mais par délégation par un autre directeur adjoint de l'ONIAM. Et nous avons une jurisprudence, alors là aussi, qui a été rendue sous l'Empire, qui n'est pas exactement pour des établissements publics de l'État, mais pour des collectivités, où il a été jugé que le volet qui était reçu par l'administré, par le débiteur, devait mentionner le nom de celui pour le compte duquel on signe, mais si c'est signé par délégation, le nom de celui qui signe par délégation pour qu'on puisse s'assurer de la compétence du signataire effectif de l'acte. Donc, c'est un moyen également à doubler avec la signature du titre de recette. Là encore, il y a une bagarre avec l'ONIAM sur cette question et nous saurons, le Conseil d'État va, dans la même série d'arrêts de pourvoi dont il est saisi, se prononcer dans les prochains mois sur quelles sont les exigences exactes. Ensuite, mais j'irai très rapidement parce que nous n'avons pas eu de difficulté dans les titres ONIAM sur cette question,
Le dernier moyen de régularité, c'est l'exigence de la mention des bases de liquidation. C'est l'équivalent pour les actes administratifs classiques de l'obligation de motivation. C'est-à-dire qu'on doit comprendre normalement à la lecture du titre comment a été calculé, comment on a été constitué redevable, selon quelle modalité de calcul l'administration est arrivée à la somme qu'elle nous demande. Mais la jurisprudence, dans un premier temps, assez rigoureuse du Conseil d'État, s'était ensuite largement assouplie. Et aujourd'hui, on nous dit simplement que le titre exécutoire d'indiquer ses bases de liquidation, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. Et pour l'ONIAM, l'ONIAM mentionne systématiquement dans les titres l'avis CCI et la transaction conclue avec la victime et les joint à la notification du titre exécutoire, si bien qu'en réalité, il n'y a en pratique aucun moyen de défaut de base de liquidation à faire valoir dans nos contentieux titres exécutoires de l'ONIAM. Et nous allons terminer, mais ce n'est pas le plus petit morceau, sur les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM. Alors, nous avons vu qu'en réalité, le titre exécutoire nous ouvre des possibilités qui sont propres à ce contentieux, avec la possibilité de faire valoir des moyens de régularité en la forme. Mais l'ONIAM a tenté un peu de se départir des quelques exigences que font peser sur lui le cadre du titre exécutoire et de l'opposition à titre exécutoire, en faisant quelque chose qui était très peu classique en matière d'opposition, si bien qu'il y a encore un flou assez important sur la recevabilité de ces conclusions, en faisant valoir des conclusions reconventionnelles à l'encontre du débiteur. Alors, la première, elle est très simple, c'est solliciter la condamnation de reliance à lui verser la pénalité pour refus d'offre qui est prévue par le 5e alinéa de l'article L. 1142-15 du Code de la santé publique. Très tôt, dans son avis de 2019, le Conseil d'État nous a dit que la loi réservait au juge la possibilité de prononcer cette pénalité, si bien que l'ONIAM ne pouvait pas émettre un titre à l'encontre du débiteur qui portait sur cette pénalité. Mais en revanche, il a admis que l'ONIAM puisse, à l'occasion de l'opposition au titre de recette formé par le débiteur, demander reconventionnellement la condamnation par le juge du débiteur à lui verser cette somme. Donc, le point est tranché, c'est recevable tant devant le juge administratif que devant le juge judiciaire. N'oubliez cependant pas que la pénalité pour refus d'offre n'est qu'une faculté pour le juge, qui doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'espèce, et que notamment quand il y a un débat d'ordre médical assez intense ou que nous ne disposions pas de tous les éléments devant la CCI, le juge peut soit dispenser reliance du paiement de cette somme, soit à tout le moins réduire le taux maximal étant de 15, mais il nous arrive régulièrement d'avoir des condamnations à 10, à 5, voilà, et qu'il ne faut pas oublier de se battre sur ces points. Puisque quand même, 15% d'une somme, c'est quand même une condamnation importante. Donc, battons-nous sur le taux le principe d'abord, et le taux ensuite de la pénalité. Alors, conclusion plus délicate encore, les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM qui tendent à la condamnation de reliance en cas d'annulation du titre exécutoire à lui verser la somme qui avait fait l'objet du titre. Alors,
là encore, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'ONIAM se trouve donc confronté à la possibilité de voir annuler son titre pour un moyen de régularité et contrainte à la suite de cette annulation, lorsqu'elle vient définitive, de réémettre un titre sous réserve des règles de prescription. Donc ça nous offre quand même effectivement le mécanisme du titre exécutoire, la possibilité d'introduire des débats et sur des moyens de pure régularité, un peu procéduraux on va dire, et qui évidemment entretiennent un débat et font courir des délais qui sont à l'opposé de ce que souhaitait l'ONIAM quand il a décidé de recourir à l'état exécutoire, était de recouvrer vite ses créances. Alors, pour tenter de contrer cette difficulté, l'ONIAM demande subsidiairement au juge, si le juge accueillait un moyen de régularité et donc prononçait la simple annulation du titre sans décharge, que Reliance soit condamnée à lui payer la même somme que celle qu'elle avait demandée. Donc effectivement, ça sera un jeu gagnant-gagnant pour l'ONIAM, puisque même s'il émettait un titre et que du coup il subissait les contraintes de ce titre doit être régulier, eh bien au pire, de toute façon, ça serait comme s'il avait saisi le juge, puisqu'il obtiendrait la condamnation du débiteur à lui verser la somme qu'il réclamait. Nous avons réussi à obtenir, pour l'instant, de toutes les cours administratives d'appel, le rejet de ces conclusions comme irrecevables, suivant la logique que l'ONIAM, on vous l'a dit, dans l'avis de 2019, selon l'avis de 2019 du Conseil d'État, doit faire le choix entre un titre et la saisine du juge. Et donc, quand il a fait le choix du titre, il ne peut pas demander subsidiairement, si son titre ne va pas, la condamnation. Mais on doit signaler que ça n'a pas posé de difficulté à la Cour de cassation qui a considéré que ces conclusions étaient recevables et que le Conseil d'État est là encore saisi de cette question et qu'il devra se prononcer dans les prochains mois sur la recevabilité ou non de ces conclusions. Et dans un ordre d'idées très proche, l'ONIAM demande également à ce qu'on soit payé, non seulement condamné à payer ces sommes, mais également, et ceci y compris en l'absence d'annulation du titre, les intérêts sur la somme objet du titre. Avec une grosse difficulté, c'est qu'en réalité, je vous l'ai dit en introduction, la saisine du juge a un caractère suspensif, mais elle a un caractère suspensif du recouvrement forcé et nous a dit le Conseil d'État dans un arrêt certes isolé mais de principe, non de l'exigibilité de la créance. Ce qui fait qu'on pourrait considérer, bien que cette question n'est pas tranchée, que malgré le fait qu'on ait fait une opposition à état exécutoire, les intérêts continuent à courir et qu'en plus, si ces conclusions étaient recevables, puisqu'on est devant le juge, il y aurait la faculté d'en demander la capitalisation à chaque échéance annuelle. Donc c'est pareil, il faut se battre sur ce point. Pour l'instant, on est dans le même schéma que ce qui a été dit sur la demande reconventionnelle à payer la somme objet du titre exécutoire. Toutes les cours administratives d'appel nous ont donné raison et ont déclaré irrecevable, mais la Cour de cassation considère, elle, que cette demande est recevable. Nous avons encore les conclusions reconventionnelles aux fins de paiement des frais d'expertise, pour lesquelles l'ONIAM émet généralement des titres, mais l'interdiction d'émettre un titre et de saisir le juge ne vaut que pour une même créance et se pose donc la question de savoir si les frais d'expertise, ça doit être considéré comme un accessoire de la créance principale pour laquelle l'ONIAM a émis un titre, dans quel cas il n'est pas possible qu'elle sollicite reconventionnellement la condamnation de Reliance à lui verser cette somme,
Pour l'instant, nous n'avons pas été suivis sur cette question et les cours administratifs d'appel ont jugé que l'ONIAM était effectivement fondé à réclamer le paiement des frais d'expertise lorsque le principe de la responsabilité avait été retenu et que ces frais d'expertise, ce n'est pas la même créance que la créance principale et que l'ONIAM a donc le choix entre la saisine du juge et les frais d'expertise. Je précise que nous avons saisi le Conseil d'État également de cette question, qu'on devrait avoir une réponse, alors peut-être pas dans les prochains mois, mais dans l'année, à cette question et qu'en attendant, il faut se battre. Cette demande n'est pas systématique, d'ailleurs, cette demande reconventionnelle n'est pas systématique, mais continuons à faire valoir qu'elle est irrecevable. Et enfin, dernier point, ce sont les conclusions reconventionnelles tendance à ce que les caisses, là où la caisse soit mise en cause. Le Conseil d'État avait considéré dans son avis que ce n'était pas une obligation, sans en dire plus. Mais l'ONIAM a vu la bouteille, le verre à moitié vide ou à moitié plein pour lui, et donc considère que c'est pas une obligation, mais c'est possible, et vient systématiquement demander la mise en cause des caisses de sécurité sociale, ce qui est évidemment une grosse crainte pour nous, puisque c'est le risque d'être exposé à la condamnation à des débours, au remboursement des débours. Mais fort heureusement, en pratique, nous rappelons ce qu'a jugé le Conseil d'État, que nous rappelons également les conclusions du rapporteur public à l'occasion de cet avis de 2019 qui disait que c'était quand même très malsain comme demande, puisque ça tendait à nous faire renoncer à l'exercice du recours, puisque on prenait le risque d'être condamné, non seulement de voir le titre exécutoire confirmé, mais en plus d'être condamné au débours de la caisse, et qu'il y avait quand même un problème par rapport au droit au recours effectif. Donc, il est bon de faire valoir cette argumentation. Mais hélas, pour la Cour de cassation, il n'y a eu aucune difficulté, et non seulement elle a jugé que c'était possible, mais même que c'était une obligation, que lorsque l'assureur forme une opposition à titre exécutoire devant le juge judiciaire, c'est à l'ONIAM d'attraire en cause la caisse. Voilà ce que j'avais à vous dire, et je reste à votre disposition donc, pour des questions supplémentaires. Merci de m'avoir écouté. Merci maître. Merci maître. S'il y a des questions, on vous propose de les poser par le biais du chat. En tout cas, merci pour votre intervention, pour ces éclaircissements. Pour notre part, bien entendu, on vous demande de contester les titres tant sur la légalité interne qu'externe, tant sur la procédure que sur le fond du dossier. Sur la procédure, évidemment, il faut l'objectif, c'est d'embêter l'ONIAM. Il a mis en place cette procédure qui nous embête bien. Eh bien, on lui rend également l'appareil. Son process doit être fonctionné conformément à la jurisprudence. Et puis, en espérant également que l'annulation du titre sur la forme nous permette d'éviter le versement des intérêts et la capitalisation des intérêts, puisque l'ONIAM doit émettre un nouveau titre, alors, ce qui nous permet d'éviter donc c'est de régler ses intérêts. Et puis, sur le fond, bien entendu, devant les juridictions administratives, on vous demande également de suivre les différents points qui ont été soulevés par Maître Gilbert, et notamment pas d'intervention des caisses de sécurité sociale devant les juridictions administratives. Ça, c'est un principe de base. Également, la question, alors par contre, j'avais une question, moi, à Maître Gilbert, c'est quid de l'expertise? Vous avez dit que le dossier, enfin que la contestation à titre exécutoire sur le fond revenait à gérer un dossier de RC médical, mais est-ce qu'on peut demander une nouvelle expertise? Est-ce qu'il faut demander ou pas l'intervention de tiers? Enfin, alors, sur la question de l'intervention de tiers, je vais vous répondre tout de suite que nous ne le souhaitons pas, mais sur, par exemple, l'expertise, est-ce que c'est possible? Alors, oui, ça paraît possible, même s'il n'y a pas de jurisprudence. Alors, il y a toujours, et c'était la principale discussion qu'il y avait eu à la base
sur la possibilité pour l'ONIAM d'émettre dans ses dossiers des titres exécutoires en disant mais il y a une règle qui est le principe, c'est qu'un titre exécutoire ne peut être émis que si la créance est certaine, liquide et exigible. Mais en réalité, le titre exécutoire a pour objet de liquider la somme. Elle devient et le caractère certain, en réalité, il se règle devant le juge. Et si le juge va trancher le principe de la responsabilité et les sommes et valider ou pas le titre, mais il va pas, le juge saisi d'opposition à un titre exécutoire ne dira jamais bon, bah, j'ai des doutes, donc j'annule sur l'existence de la créance, donc j'annule le titre. On n'est pas dans une logique du référé provision. Donc, à compter de ce moment, on doit considérer qu'il est absolument qu'il n'y a rien qui s'oppose à ce que nous ou le juge d'office ordonne une expertise. Je crois qu'on a quelques décisions sur le fond qui l'admettent. On a eu, je crois, une décision du TA de Melun et une autre décision d'un autre TA qui l'ont admis. Donc, Patrick, on a une question aussi. Est-ce qu'il y a des chances que cette usine à gaz qui ne sert pas vraiment l'ONIAM ni les assureurs soit remise en cause ou tombe en désuétude? Alors, moi, je vais vous faire la réponse de l'ONIAM. Non. L'ONIAM, par le biais de cette procédure, gère sa propre responsabilité financière, entre guillemets. C'est ça qui le guide vis-à-vis de cette procédure. Ils nous l'ont clairement indiqué. Leur objectif, par le biais de cette procédure, c'est d'être conforme à la comptabilité publique et de n'encourir aucune condamnation de la justice financière. En conséquence, pour eux, quels que soient les impacts de cette procédure, tant pour les assureurs que pour les victimes éventuellement, ou pour d'autres, ils n'entendent pas remettre en cause cette procédure. Et Maître Gilbert, est-ce que vous, de votre côté, vous sentez une évolution ou est-ce que vous pensez que le juge pourrait finalement empêcher l'ONIAM d'émettre des titres? En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire en les contestant. C'est les dégoûter d'émettre des titres. Voilà, on a rendu... Alors, j'ai plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Tout d'abord, c'est que pour avoir suivi cette problématique depuis le début, fin 2017 de mémoire, quand l'ONIAM a annoncé qu'il allait émettre des titres, il s'était quand même complètement trompé sur les effets du titre. Il pensait qu'il n'y aurait pas d'effet suspensif hors cours, que tout irait devant le juge administratif, que tout irait à Montreuil. Voilà. Et que à la limite, je crois à peine qu'il ait pensé au problème de moyens de régularité. Donc, je pense qu'il y a quand même une certaine déconvenue de l'ONIAM face à la défense qu'on lui a opposée. Et sur laquelle, en tout cas devant le juge administratif, on a obtenu gain de cause pour le principal. Bon, il y a eu des petites difficultés, la possibilité de prononcer la pénalité pour refus d'offre, mais en dehors de ça, on a, en plus on s'y attendait, il n'y a pas eu de grosses difficultés. Je pense que néanmoins, le juge, voilà, cette possibilité d'émettre des titres, elle était à mon sens certaine depuis le début, que l'ONIAM s'est trompé depuis le début, et puisqu'il pense que c'était une exigence. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en fait, la Cour des comptes lui avait reproché d'une part de ne pas faire d'action subrogatoire, donc d'avoir payé en substitution la victime, et puis derrière d'avoir oublié d'exercer une action contre l'assureur du responsable. C'est une chose, mais en réalité, ça ne nécessite pas d'émettre un titre, ça nécessite juste de faire quelque chose. Donc, soit saisir le juge, soit émettre un titre. Et puis, par ailleurs, dans le même rapport de la Cour des comptes, on lui a reproché d'avoir confié le recouvrement des sommes aux avocats. En réalité, c'était le fait que ces avocats percevaient sur la CARPA, leur CARPA, se chargeaient du recouvrement amiable des sommes auxquelles l'assureur avait été condamné et percevaient en CARPA les règlements. Et c'est ça qui n'a pas plu à l'ONIAM, à la Cour des comptes. Mais
ça n'a rien à voir avec la question de pouvoir exercer l'action devant le juge, puisque ça, c'est l'exécution du jugement qui est effectivement l'exécution du jugement quand on est un établissement public doté d'un comptable public. Normalement, c'est à l'agent comptable. Mais l'ONIAM a complètement confondu tout cela en disant, bah oui, du coup, on doit émettre un titre exécutif. En fait, on ne peut pas confier à l'avocat le recouvrement, sous-entendu, on ne peut pas confier à l'avocat le soin de faire une action en justice, ce qui était quand même complètement ubuesque. Et je pense que l'ONIAM n'a toujours pas compris qu'il s'était trompé sur ce point-là. Et à partir de ce moment-là, tant qu'il n'aura pas compris ça, et je pense qu'il ne comprendra pas, on va rester dans ce système qui est par contre complètement ubuesque et qui, je pense, ne profite ni à l'ONIAM ni à nous, sous quand même une réserve. Et on voit que Reliance a été meilleur que ses petits camarades, c'est qu'on voit quand même beaucoup d'actions devant les juges du fond pour d'autres assureurs où ils ont été forclos. Parce qu'il y a quand même le principal problème, et moi quand j'ai vu arriver les titres exécutoires, c'était ma grande crainte, c'est le délai de 2 mois. Si on ne sait pas bien gérer ça, parce que les titres qui arrivent en recommandé à l'accueil, on est dans une grosse boîte et le temps que ça remonte au juriste responsable, les 2 mois sont déjà écoulés. Et il y a certaines compagnies, ça se passe un peu comme ça. Eh bien, là, on est mort. Et peut-être que l'ONIAM, quand même, nous, on voit ça à côté Reliance, donc on n'a pas subi ça. Mais peut-être que Reliance, au final, a gagné que l'ONIAM a, au final, gagné beaucoup avec ses assureurs et que ça justifie toutes les petites contrariétés qu'on nous fait vivre, nous, par ailleurs. On a également une autre question de Maître Cara sur la problématique de l'exécution. Je vais vous la lire. Ah, oui, elle a disparu. Alors, du coup, je prends le relais. En cas d'appel à la suite d'une première instance perdue et pour éviter les intérêts de retard, doit-on verser ou consigner la somme ou bien l'article L1617-5 du Code général des collectivités territoriales s'applique-t-il toujours? Maître Patrick, je ne sais pas qui veut prendre la question, maître. Sauf si M. Flavin veut... Non, mais oui, allez-y, maître. Bah, d'abord, la première chose, c'est attention, L1617-5 du CGCT ne s'applique pas. L1617-5 du CGCT ne s'applique qu'aux établissements publics, qu'aux collectivités locales, à leurs établissements publics, aux établissements publics de santé. L'ONIAM n'est pas un établissement public de santé, n'est pas un établissement public local, mais national, donc ça ne s'applique pas. Après, il y a un principe général qui s'applique en revanche, qui est celle de l'effet suspensif de l'opposition jusqu'à ce qu'il soit statué en première instance. Donc, ça revient à la même chose, mais attention, ce n'est pas L1617-5. Donc oui, il faut exécuter et pas consigner, parce que la consignation ne vaut pas exécution en l'absence d'accord du créancier. Donc oui, il faut bien exécuter à l'issue de l'appel. Alors, à l'issue de la première instance, même si on fait appel, et je sais qu'après, nous avons parfois des difficultés à recouvrer les sommes, mais ça reste mieux que, en cas d'infirmation du jugement, évidemment, mais ça reste mieux qu'avoir payé les intérêts. Y compris devant les juridictions civiles. Mais maintenant, en principe, la décision est exécutoire de première instance. C'est ça. La décision est maintenant le principe, c'est l'exécution provisoire de droit. Donc, sauf, alors, il est possible de la faire arrêter. Et alors, mais en réalité, c'est pas l'exécution provisoire du jugement qui s'applique, parce que en réalité, c'est le titre exécutoire qui reprend sa force. Et donc, ce qu'il faudrait faire, c'est arrêter l'exécution. Non du jugement, mais du type. Donc, en réalité, je pense que, y compris devant le juge judiciaire, même si des choses ne sont pas claires, il faut exécuter à l'issue du jugement. Très bien. Nous avons également une remarque de Maître Lantéro sur la question du bien fondé. Nous ne sommes pas ici sur une distorsion complète des règles de contentieux de la responsabilité, avec un défendeur qui est contraint à attaquer et qui parle en premier. Cela conduit à une inversion totale de l'orthodoxie des échanges. Oui, à l'évidence. Mais alors, une chose, et il faut être très vigilant là-dessus, et l'ONIAM
pareil, penser que du coup, on allait être sur un terrain sur une inversion de la charge de la preuve, qu'il y a le privilège du préalable, la présomption d'égalité du titre de l'acte administratif. Non. Alors, en pratique, et je sais bien que c'est ce à quoi fait référence Caroline Nantero, c'est vrai qu'on est conduit à parler en premier. Alors, on est conduit à parler en premier, oui et non, parce que oui, dans le débat contentieux, mais il y a quand même l'avis de la CCI qui est préexistant, puisque l'ONIAM, en réalité, ne va émettre les titres que si c'est substitué après un avis favorable, et notamment s'il a une action, par exemple, il a été contraint de payer la victime parce qu'à la base, il y a eu une infection nosocomiale, que derrière, il y a eu un accident médical qu'il considère fautif, bien, dans un cas comme ça, il va pas émettre un titre, mais faire une action. Donc, on partira toujours, en réalité, dans le débat avec un argumentaire sur notre responsabilité qui est celui de la CCI. Et donc, en réalité, on ne parle pas en premier sur notre responsabilité. On peut considérer qu'on ne parle pas en premier sur notre responsabilité. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut rappeler au juge que la créance, elle doit être certaine et que donc, le principe de notre responsabilité doit être certain et que le titre n'a pas pour effet de renverser la charge de la preuve. C'est important notamment de le dire devant le juge judiciaire qui est peut-être, lui, bien moins familier de ce système. Enfin, on a une dernière question de Maître Desgages. Ne peut-on pas, dans certains cas, envisager un recours gracieux contre le titre avant de faire une opposition devant le tribunal? Alors, il n'y a aucune obligation. Je pense qu'il n'y a rien à attendre d'un recours gracieux devant le directeur de l'ONIAM. Donc, moi, je considère. Alors, il est certain qu'il n'y a pas d'obligation. Et je n'en vois pas l'opportunité. Après, je peux me tromper, peut-être que c'est un sujet dont en réalité on n'a jamais vraiment discuté, mais pour l'instant, dans la mesure où je n'ai aucun doute sur le fait que l'ONIAM restera droit dans ses bottes et n'abandonnera pas son titre à la faveur d'un recours gracieux, quoi qu'on lui apporte, autant saisir le juge tout de suite, sachant que normalement, le recours gracieux suspend quand même également le recouvrement forcé. Jusqu'à la réponse express ou dans le délai de 2 mois du... Alors, non, jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux. En réalité. Ouais, parce que l'idée aurait pu être de multiplier les recours gracieux contre l'ordonnateur pour le noyer dans sa propre procédure, mais bon. Oui, mais moi, allez-y. Je comprends, alors ça serait pas mal, mais en réalité, il y a toujours la crainte que, en lançant une usine à gaz de notre propre côté, on se prenne nous les pieds dedans, qu'on nous, voilà. Donc, peut-être que le plus raisonnable, c'est ne pas ajouter une usine à gaz à l'usine à gaz et dans laquelle qui pourrait se retourner contre nous. Et je dis ça en ce sens qu'on soit susceptible d'oublier le délai de recours contentieux. Et alors, justement, je vois une question de Caroline Nantero sur Zabage, alors, qui est très intéressante. Alors, je suis allé vite tout à l'heure, hein, mais donc, normalement, c'est 2 mois à compter le délai d'opposition au titre, 2 mois à compter de la réception du du titre. Et oui, et je comprends ce que dit Caroline Nantero, c'est-à-dire que si on n'a pas d'accusé de réception de notre recours gracieux qui mentionne les voies et délais de recours, c'est plus de mois, c'est le délai Zabage d'1 an. Sauf que, encore faut-il que le recours gracieux soit lui-même formé dans le délai de recours contentieux contre le titre et que on reviendra toujours à la question de savoir si le recours contentieux ou gracieux a été exercé dans le délai. Donc,
le recours gracieux, sauf à ce que quelque chose m'échappe, mais je ne vois pas, va toujours, ne nous permettra pas de sauver un délai de recours contentieux qui est expiré. Voilà. Sous la réserve peut-être que Xabay ne s'applique pas devant les juridictions judiciaires et que donc on bénéficie plus, le délai d'1 an, lui, n'est pas opposable devant les juridictions judiciaires. Tout à fait, ça a été jugé récemment, mais alors Zabaj ne s'applique pas, mais on en revient encore une fois. Oui, on laisserait du coup, à condition d'avoir formé notre recours gracieux dans le délai de recours contentieux, en l'absence d'accusé de réception de l'ONIAM comportant la mention des voies et des recours, on ouvrirait on ouvrait un temps un peu infini. Enfin, en réalité, je pense que le juge on s'ouvrirait le délai de prescription de l'action en responsabilité, non? Je pense, mais on s'ouvrirait surtout un grand champ de discussion avec un grand champ de possibles et beaucoup d'incertitudes, je pense. Très bien. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Si, il y en a encore une dernière, peut-être. Alors, une dernière question est de Maître Lantero. S'il nous reste 4 jours pour contester le titre dans le délai contentieux, le recours gracieux est de toute façon une bonne stratégie. Ça apporte un souffle. Alors, il y a toujours la possibilité. Je comprends. Là, c'est la pratique. Alors nous, en tant qu'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, on a une mauvaise pratique qui est celle de la requête sommaire. Il nous reste 4 jours, il nous reste 4 heures, c'est pas grave, on dépose une requête sommaire et ensuite on est mis en demeure, alors si on est devant une juridiction subordonnée ou on dispose d'un délai de 3 mois si on est devant le Conseil d'État, pour faire un mémoire complémentaire qui reprend qui nous permet de développer en détail notre argumentation. Donc moi, je suis partisan de la requête sommaire. Ça fonctionne très bien. Le seul risque qu'on prend, c'est une mise en demeure à produire à bref délai. Un petit mois, 15 jours au pire, mais on a ce souffle auquel Caroline Lantero faisait référence. On a quand même de quoi ouvrir le débat. Et puis même si c'est pas une requête sommaire, on peut quand même, si on a 4 jours, alors c'est sûr qu'on n'aura pas le mémoire le plus propre, qu'on n'aura pas tous les arguments, mais que on a quand même de quoi alimenter le débat. Mais je comprends effectivement que dans un cas comme ça, si on ne veut pas faire une requête sommaire, oui, le recours gracieux peut être une bonne solution. Très bien, maître, pour ces questions-réponses. Je vous remercie une nouvelle fois pour cette présentation très claire et je remercie également tous les participants à cet avocat live. Nous vous adresserons le PowerPoint de maître Gilbert dans les prochains jours. Et puis, nous vous disons à une prochaine fois. Ouais, merci à tous. Vous allez très prochainement recevoir un questionnaire de satisfaction dans lequel vous pourrez notamment indiquer un ou des sujets que vous souhaiteriez voir être abordés lors du prochain webinaire. Merci à tous pour votre participation, vos questions. Merci Maître pour cette présentation fort intéressante, pour vos réponses aux questions. Merci Patrick aussi pour tes compléments d'infos sur la stratégie aussi que Reliance entend mener dans ces dossiers. Merci à tous. Nous vous souhaitons une agréable journée. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.